Fovu de Baham remporte du Cameroun en battant PWD de Bamenda sur le score de 2-0. Foufoufout refait la finale et vous plonge dans les coulisses du 3e sacre du club du Rocher Sacré en grand format. En remportant le match aller du premier tour éliminatoire de la CAN Maroc 2024 face aux Harambee Starlets du Kenya sur la plus petite des marges, les Lions indomptables vont devoir confirmer ce mardi à Nairobi défaite interdite pour Jean-Baptiste Bissek dans les prochaines minutes, débriefing de la rencontre de Douala et projection sur le match retour. Les Lions de la Teranga et les Lions indomptables s'affrontent le 16 octobre prochain à Lens en France à la faveur de la fenêtre FIFA du mois. Rigobert Song et ses poulains entendent bien faire chuter les champions d'Afrique en titre et confirmer leur suprématie qu'affiche l'histoire des confrontations entre les deux sélections depuis 60 ans. Ici. 21h10 pétanque, bonsoir ou rebonsoir, au cœur de ce grand lundi de foot. Tout va se passer ici, sur ce plateau. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 et plus. Nos consultants sont prêts. Monsieur Michel Kaham. Alain Djemfa. Monsieur, on a plein de choses. On a plein de choses à vous montrer dans cette édition exceptionnelle de Foufoufout. Au lendemain, bien sûr, de la clôture de la saison sportive, avec en bouquet cette finale de la Coupe du Cameroun, où tout s'est joué vite, très vite, avec Fovu de Baham qui a pris la distance dès la demi-heure de jeu. On a sur ce plateau l'ancien entraîneur de Fovu. Il a passé 2 ans du côté de Bamenda et 4 ans du côté de Fovu. Il était avec nous, il connaît mieux ces deux formations. Alain, comment avez-vous trouvé cette rencontre entre vos deux anciennes formations? Oui, une rencontre palpitante avec 2 bonnes équipes qui se sont évertuées à donner la victoire chacune. Mais à la fin, il y a eu un vainqueur, ça a été Fovu. Mais je crois qu'on aura le temps de débriefer le match. Michel, victoire claire et nette de Fovu de Baham. Absolument, je pense que c'est le reflet de la saison de chacune des 2 équipes. Pendant la saison, Fovu a flirté avec le haut niveau, alors que Bamenda s'est battu jusqu'à la dernière minute pour se maintenir. Je crois que dans le jeu aussi, ils ont eu plus d'occasions de but. Ils sont battus comme ils ont pu. Je peux dire que les 2 entraîneurs se sont... Vous savez, c'est un match qui se joue à l'intersaison. Ça dit que le championnat s'est arrêté depuis il y a longtemps. Donc, retrouver le rythme, ça a demandé beaucoup de travail. Vous avez vu des joueurs qui se plaignaient de crampes, de ci, cela. Mais les 2 n'ont pas offensé le jeu. Ils ont joué chacun vraiment en ouvrant le jeu sans faire du défensif. Et on a été gratifié par, heureusement, 2 grands buts qui ont honoré cette finale. Monsieur, on va ouvrir cette édition en vous replongeant au cœur de ce dimanche de foot. Ce 24 septembre 2023 qui a vu Fovu de Baham soulever pour la 3e fois sa Coupe du Cameroun. Le récit d'un jour de finale avec Aman Ambassa. Fovu Club de Baham réussit la passe de 3 en remportant ce trophée de la Coupe du Cameroun de football. Pourtant, c'est une journée marathon à laquelle joueurs et supporters des 2 équipes ont eu droit ce dimanche. Ici, à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo, ce sont les supporters de Fovu Club de Baham qui ont donné le ton de la victoire à travers cette séance de sport pour tous. Non loin de là, c'est autour d'un repas que les supporters de PWD de Bamenda ont réaffirmé leur soutien aux Abakwa Boys. Occasion pour le ministre Félix Mbayou et le gouverneur de la région du Nord-Ouest de passer leur message d'encouragement à ces supporters qui ont effectué le déplacement de Yaoundé.
Dans les états-majors des deux finalistes, la bonne ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. Et malgré tout, le stress de la finale était perceptible sur les visages de certains joueurs, mais rapidement évacué par un match de PlayStation. Viens voir la passe que Bézi le dit. La finale se prépare normalement comme les autres matchs. C'est vrai, il y a une différente pression comme semi-finale, mais ça va aller. Nous aimons la pression, c'est pour ça que nous avons choisi le football, c'est pour ça que nous aimons ce métier. Est-ce que le groupe il est parfait, tout est tranquille, la bonne humeur règne, l'ambiance, nous sommes tranquilles, nous sommes posés. Nous écoutons les conseils et les consignes de nos dirigeants, de nos coachs. Donc le meilleur reste à venir, nous allons seulement aller sur le terrain faire ce que nous devons faire. La veille de cette finale, le staff administratif de PWD de Bamenda a procédé à la remise des nouvelles godasses. Nous sommes venus pour ça, gagner le trophée serait un immense plaisir. Il nous faut, nous aussi, écrire notre nom sur le tableau des PWD de Bamenda, comme l'a fait hier David Pagou avec cette même équipe. Ça fait pratiquement au moins 7 semaines qu'on est en train de s'entraîner. Et nous sommes hors de nos bases, depuis Limbe jusqu'à ici à Yaoundé. Et en ce qui concerne le suivi des joueurs, tous les matins avant d'arriver soit au petit déjeuner, je fais la ronde dans toutes les chambres. Et également le soir, s'il y a des bobos, on les suit. Et après les entraînements, chaque fois qu'il y a un match amical, on faisait de la cryo également pour leur permettre de récupérer. Mais les gardes sont au beau fixe. Exercice similaire côté Fovo Club de Baham, cette fois en présence du président du club, Dieudonné Kamdem. C'est dans cette ambiance que les deux entraîneurs ont tenu leur réunion technique d'avant-match, loin des objectifs des caméras. Occasion aussi pour ces supporters de faire leur pronostic avant le début de la rencontre. PWD, c'est une équipe forte. Ça veut dire que c'est une équipe qui a l'histoire de gagner la Coupe de Cameroun. Et nous, comme les supporters, on a confiance en PWD. On est prêt à supporter PWD pour rapporter la Coupe de Cameroun. Et on est sûr, le résultat sera 3-1. On est déjà prêt pour gagner 2-1. Et parce qu'avec PWD, on sait que nous, on va rapporter le trophée chez nous. Et c'est pour ça qu'on est ici pour acheter le maillot. On a mis d'aboutir le spectacle, on va l'enterrer par 2-0. Ce soir, ici au stade Omnisport, Amadou Aïjo, on va l'enterrer 2-0. Nous allons rentrer, lui on a mis le trophée là. Les d'aboutir, voilà son secret. On va l'enterrer, on va débuter d'aboutir. Il est dans le secret, on va l'enterrer par 2-0. Quand Fogo doit gagner 2-0. C'est pour ça qu'on a quitté Baham pour Yaoundé. Donc on n'a pas peur, on sait qu'on va gagner. Rien à faire, 2-0. En 30 minutes, performeurs et étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont en 4 tableaux magnifié les aires culturelles du Cameroun. Les deux finalistes sortent finalement des vestiaires dans un stade où plus de 36 000 spectateurs avaient déjà pris place, avec en première loge le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya. Sur la rencontre proprement dite, le temps d'observation entre les deux équipes n'a duré qu'une dizaine de minutes, puis l'ouverture du score par l'avant-centre de Fovo Club de Baham, Hansi Müller-Mbappé, bien servi en profondeur par son coéquipier. Ouverture du score, Fovo de Baham, le premier but, une signature de Hans Müller-Mbappé. À la deuxième période,
PWD tente de remonter son bloc offensif qui malheureusement s'est heurté à une bonne défense de Fovu Club de Baham. Le club de la Grotte Sacrée, sur ce coup franc de Cyril Ngando, sale l'addition en inscrivant le deuxième but. Et c'est le but, le deuxième pour Fovu Club de Baham. Le résultat est resté inchangé jusqu'à la fin de la partie, de quoi faire couler des larmes à certains joueurs de PWD de Bamenda, un trophée qui a finalement choisi la direction de Baham dans la région de l'Ouest Cameroun, ceci dans la liesse populaire des supporters. Michel, jour des finales, c'est un jour exceptionnel avec dans la Coupe du Cameroun qui garde tout son charme, toute sa magie. Absolument. Vous savez, c'est pas donné à tout joueur ou même à tout entraîneur d'assister à une finale de Coupe du Cameroun. Il y en a qui font toute une carrière sans arriver en finale. Donc c'est jour de fête, c'est jour de gloire. Vous êtes à l'honneur, tous les médias sont autour de vous. C'est une fête à ne pas manquer. Malheureusement, il y a un vainqueur et un perdant. Les pleurs, c'est normal après une finale de la Coupe de perdre. Mais maintenant, il faut rester fair play et qu'on ne condamne pas l'équipe qui a perdu. C'est le jeu. Ça doit continuer, mais c'était une belle finale. Mais c'était un jour également de fête. On a vu cette autour de ce match, coach. Est-ce que ça participe, j'allais dire, à la beauté de ce jour exceptionnel? Oui, je crois que c'est un réconfort socio-culturel au niveau du Cameroun parce que quand vous voyez les mouvements d'ensemble, on a vu tous les airs culturels qui ont été présentés par cet ensemble. J'ai dit vraiment bravo. Je crois que c'est une fête, c'est un jour de fête pour la nation camerounaise parce que c'est le jour de récompense, c'est le jour de cadeaux et puis tout le monde doit participer à la fête. Vous voyez, toutes les fédérations ils sont représentées. J'ai dit vraiment l'organisation a été fantastique. On peut que dire bravo. Moulin Mbappé dès la 10e minute et Cyril Ngango à la 62e minute ont scellé la victoire des Poulains de Ndoumbe-Bosso dans une rencontre parfaitement maîtrisée de bout en bout au cours de laquelle l'équipe de PW de Bamenda n'a pas réussi à retrouver ses marques pour y éditer l'espoir de 2021. On refait le match de cette 62e finale de la Coupe du Cameroun avec Evariste Yenga. Under the watchful eyes of some members of governments, watching beautifully how the captain of Fovu Baham is going to lift the trophy. He received the trophy from the hands of the Prime Minister. Fovu le tient, son trophée de vainqueur de la Coupe du Cameroun 2023. Le club de la Grotte Sacrée s'est adjugé le titre en s'imposant en finale par 2-0. Une victoire face à PWD de Bamenda pour les experts sans cote importante. Le contenu proposé par les deux équipes était très moyen. C'était prévisible, je crois l'avoir dit dans les éditions antérieures, que ces deux équipes allaient manquer de rythme parce qu'elles avaient très longtemps attendu ce jour. Il n'était pas évident de rencontrer deux équipes qui auraient pu donner beaucoup d'intensité dans le jeu. Et hier, c'est cette intensité qui a manqué. On n'a pas vu une finale très enlevée comme on aurait pu bien vouloir vivre une finale explosive. On a vu une équipe largement inférieure à une autre. Une finale à la production de jeux moyenne, mais avec une légère domination de Fovu. Domination payante à la 10e minute, l'équipe de l'Ouest ouvre le score. La défense de PWD de Bamenda avait déjà démontré quelques faiblesses au niveau de son placement qui était très approximatif, voyez-vous. Et les garçons, les joueurs de Fovu qui étaient un peu matures ont compris. Si vous avez été vigilant, Fovu a placé son circuit préférentiel offensif sur le flanc gauche de cette défense de PWD de Bamenda parce que justement le défenseur central gauche et le latéral gauche de PWD de Bamenda étaient régulièrement pris à défaut, toujours en déséquilibre, et ça a donné là une possibilité à Fovu de Baham de marquer ce but qui est venu sur une combinaison avec beaucoup d'altruisme de l'attaquant qui n'a plus qu'une situation et il a fait la différence. Fovu, aux commandes, va poursuivre son pressing dès l'entame de la deuxième période. Sur coup franc à la 62e minute, Cyril Ngando vise la deuxième lucarne et trouve les filets. Le coup franc exécuté et c'est le but, le deuxième pour Fovu Club de Baham. But sur coup franc, le coup de patte réussi et le coup de bourde du gardien de but
Ming Tse-Bong sur le coup franc du capitaine Cyril Ngando qui trompe le gardien Ming Tse-Bong pour le 2-0 pour Fovu de Baham. Et il y a le mauvais placement et la mauvaise appréciation du gardien de but et la vigilance et l'intelligence, le défenseur latéral capitaine de Fovu de Baham qui a tout de suite constaté que le gardien était très mal sur ses appuis et tout de suite il a mis le ballon au deuxième poteau. Le garçon, le gardien de but qui n'a pas fait un bon recul franc pour ne serait-ce que claquer. Justement, très mauvais placement, mauvaise appréciation et intelligence de l'attaquant. Fovu de Baham, vainqueur, a livré meilleure copie. Une maîtrise de sa stratégie offensive. Fovu à nouveau pour monter, Fovu mettre du milieu de terrain. Ça passe pour le moment, la frappe. C'est à côté, tout juste à côté du poteau de Ming Tse-Bong. Il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de déchets dans les transmissions de balles, ce que vous appelez les passes. Je crois que l'unique occasion qui s'est présentée, la meilleure, la véritable, ils l'ont finalisé, les autres ils les ont vandalisés parce qu'on s'est retrouvé quand même à une situation où ils étaient face au gardien de but et ils ont réalisé l'espoir de ne pas marquer. PWD de Bamenda n'a pas été à la hauteur. Transition mal maîtrisée et passe approximative malgré la fraîcheur physique. C'est clair, ça pourrait se justifier par l'absence de certains joueurs partis qui étaient certainement des cadres. Mais je pense que ça ne peut pas totalement justifier leur contenu très insuffisant. L'entraîneur Bep Roger a eu suffisamment du temps pour combler ses départs. Mais il avait quand même en face, il faut le dire, Évaris, un entraîneur capé, Emmanuel Sango Ndumbo Bosso, qui était à sa énième finale et qui maîtrisait cet environnement. D'ailleurs, au niveau des valeurs de proposition, des contenus de jeu, on a vu une équipe de Fovu bien maîtriser l'entrejeu et vous l'indiquiez tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'équilibre dans leur entrejeu, contrairement à Bamenda où il y avait beaucoup de déséquilibre, incapable de stabiliser les offensives de Fovu. Je crois que cette équipe de Fovu a démontré qu'elle était un peu au-dessus, non seulement au niveau de la maîtrise du jeu, mais la maîtrise de l'environnement aussi. Logique alors, la partie s'est achevée à l'avantage de Fovu, 2-0. Un trophée pour sauver une saison blanche et sèche. C'est le 3e trophée de la Coupe du Cameroun pour Fovu après les exploits de 2001 et de 2010. In the PWD camp of the field. This is soccer, this is football. Michel, est-ce que cette équipe de Bamenda, les Abakwa Boys, ne paye pas au prix fort? Cet entame du match, j'allais dire un peu timide. On a vu une équipe crispée, la décrispation s'en est allée en seconde partie. Et on a vu une équipe avec beaucoup plus d'élan offensif de Fovu de Baham, malgré quelques péchés dans les transmissions, beaucoup de déchets. Mais cette équipe a osé. Est-ce que ce n'est pas ce début de match un peu crispé qui fait perdre à Bamenda cette finale? Il y a d'abord la qualité des joueurs. Moi, je pense que c'est d'abord ça. Je crois que Fovu a plus de joueurs expérimentés et de qualité que Bamenda. Pour ne dire que cela, c'est ce que j'ai vu, sur ce bail-là tout au moins. Ils ont très mal exploité la taille de leur avant-centre, qui aurait pu, par des déviations, trouver un partenaire, mais on ne l'utilisait pas assez bien, ou bien se plaçait pas bien, ou bien n'y arrivait pas. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas vu des joueurs, individuellement parlant, aussi relevé du côté Bamenda. C'est ça qui, pour moi, a peut-être été leur grosse lacune par rapport à l'autre équipe qui avait plusieurs joueurs expérimentés, qui savaient se retrouver, c'est vrai. Mais je le dis, il ne faut pas oublier le championnat dernier, où Fovu était l'un des prétendants au titre. Ils ont mené le championnat pendant les premières journées, ils étaient bagarrés pour l'eau, alors que Bamenda s'est battu pour se maintenir. Ça dit déjà tout par rapport à l'effectif et à la consistance du jeu. On a ici sur ce plateau quelqu'un qui connaît bien ces deux formations. Je rappelle qu'Alain Jeffan a officié. Il a tenu le banc de touche de Fovu de Baham pendant 4 ans et 2 ans sur PW de Bamenda. Alain, on parle de ce début de match où il y a eu beaucoup plus d'allant du côté de Fovu de Baham. Est-ce que l'approche mentale a été différente pour nos amis des Abakwa Boys? Oui, moi je crois que Raphaël, vous avez vraiment trouvé le vrai problème. Moi je crois que PWD n'a pas attaqué ce match comme ça se fait dans la zone anglo-saxonne. Parce qu'on a vu PWD qui est venu dans un 4-5-1 qui a complètement laissé le ballon à Fovu, ce qui n'est pas vraiment des habitudes du Nord-Ouest. Donc,
c'est une équipe, généralement, une équipe de PWD qui va chercher l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette option, et c'est ce qui les a un peu affaiblis, parce que Fovo a pris les choses en main. Ayant le ballon, ils avaient la possession de balle, ils avaient la transition, parce que le premier but qu'ils marquent, c'est sur transition. Donc je crois que c'est ces options tactiques qui ont un peu manqué à PWD Bamenda dans ce match. Ça, c'est ma première observation. Et puis, il y a également que dans ce match, ce but qui arrive très vite, comment peut-on expliquer qu'on parvient dans une zone de déséquilibre, la fameuse zone offensive, trouver un joueur tout à fait libre au moment où les blocs sont encore en place, où le joueur dispose encore d'une certaine fraîcheur? En entraînement de haut niveau, c'est pendant qu'on attaque qu'on est vulnérable. Et c'est ce qui s'est passé pour ce premier but. PWD avait le ballon. Dans la zone de progression, ils l'ont perdu. Et justement, avec ces déséquilibres, le milieu de terrain qui a récupéré, directement trouvé la profondeur. Et le joueur Mbappé n'a fait que la différence. Moi, je crois que c'est les détails du haut niveau. Et quand il faut reparler du projet de jeu de PWD, moi, je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup de lacunes, parce que PWD, dans ce genre de match, devrait jouer d'abord compact, vers l'avant, mais le bloc était vraiment bas, ce qui a permis à Fovo d'avoir le ballon, de jouer. Fovo ayant des joueurs expérimentés, des joueurs mûrs, ayant gardé pratiquement 80% de l'ossature de l'année dernière, il était évident que Fovo, sur le plan collectif, devait être au-dessus de PWD. C'est ce qui s'est passé dans ce match. Tout grand événement, c'est aussi ces groupes de fan club qui réajoutent au charme. Et la clôture de cette saison sportive n'y a pas échappé. La caméra et les micros de Fofo Foot avec Laurence Okalia. L'optimisme prend le dessus sur le terrain de football. C'est ce qu'ils avaient prédit, mais les supporters de Fovo sont devenus prêts à enterrer leur adversaire par 2-0. Et c'est avec certitude qu'ils révèlent comment le match devait se dérouler. Les supporters de PWD de Bamenda ne savent plus où mettre les pieds, tantôt assis, tantôt debout, puis Fovo marque le premier but. PWD de Bamenda garde la tête haute, croyant qu'elle peut faire un retour. Ça fanfaronne dans les gradins et hors du stade. Moi, je voulais que mon équipe PWD de Bamenda gagne. Malheureusement, ce n'était pas notre journée. Je souhaite que l'année prochaine, on sera encore à la finale. Et je dis félicitations à Fovo de Baham pour avoir gagné. Et j'espère qu'ils vont nous bien représenter hors du pays. C'était un très grand match. PWD, c'est un club de chez moi. Je l'ai supporté, mais j'ai vu un très grand football de l'équipe de Fovo de Baham. Moi, je supporte le Fovo. Au début, j'ai prévu que nous gagnerons à 3-0. Nous sommes arrivés quand même à un score qui nous a plus égayés. Finalement, PWD s'incline. Du point de vue des supporters, il n'y a pas de mauvais perdants, juste des amoureux du football. Michel, il y a eu cette ambiance sportive qui réajoute un peu au charme de cette dame Coupe du Cameroun. On revient sur le terrain. On a parlé d'une première mi-temps empruntée de nos amis des Abakwa Boys qui ont remonté le bloc équipe en seconde partie, qui ont lâché un peu les chevaux. Est-ce que cette équipe avait plus de potentiel qu'on y pensait en début de match? Elle aurait pu aller titiller Fovo de Baham si elle avait commencé à entamer ce match puis au plancher. Est-ce qu'ils en avaient les moyens? Je vous dis toujours... Tu sais qu'on a vu en seconde période, on se pose des questions. Je répète toujours, les matchs se jouent à l'intersaison ou sur le plan de la fraîcheur physique. Les deux équipes sont entamées. C'est l'équipe qui a eu la meilleure organisation, qui peut tenir le ballon. Et Fovo de Baham, moi je suis persuadé que c'était pas leur meilleure forme sur le plan purement physique. Mais ils ont vu parce qu'ils sont des bons techniciens, ils savent garder le ballon, progresser tranquillement et faire la différence. Alors que celles qui ne misent que sur le point athlétique, sur le plan physique, ben c'est pas le moment. Ils ne peuvent pas y arriver parce qu'il n'y a pas le temps de préparation suffisant, c'est en intersaison. Ça peut être au moins ce qui peut aller pour sauver un peu PWD. Ils n'ont pas eu assez de temps, peut-être pour travailler physiquement, pour tenir peut-être le niveau haut, aller presser haut comme il fallait le faire. Les autres, même sans le faire, ont gardé le jeu, mais avaient une meilleure équipe que l'autre. Moi, je pars toujours de la base des joueurs qui, même sous-entraînés ou bien pas à leur top niveau, peuvent garder le ballon
l'appel qu'il fait pour le but là, c'est des grands appels. Ça, c'est des très bons appels qui prennent l'autre à défaut et l'autre le voit et met dans le trou et ça fait, il déjoue le gardien et il marque. Ça, c'est des actions de classe. Et le but de ce coup franc aussi, je ne sais pas si vous voulez le mettre là, mais il a bien mis. Il n'y a pas la faute du gardien, hein, un ballon qui est plombé comme ça au deuxième poteau, même si vous avez, c'est bien mis. Là, le gardien, c'est impossible. Donc, c'est des chefs-d'œuvre qui sont arrivés, qui ont peut-être assommé l'adversaire et n'ont peut-être pu avoir de ressources pour venir contrer trop tard. Vous savez, et souvent en Coupe du Cameroun, je le vois assez souvent, quand vous prenez le premier but, généralement, vous avez vu un but, ça reste jusqu'à la fin. C'est souvent compliqué parce que les gens viennent gonfler à bord et très souvent, le but qu'ils encaissent les démoralise, puis finalement ils n'arrivent pas à trouver leur second souffle. Je pense que PWD, chacun s'est préparé comme il pouvait, mais il fallait bien qu'il y ait une équipe qui gagne. Et j'ai dit, il ne faut pas enterrer celui qui a perdu parce que tout le monde a des attentes. J'ai vu des buffets qui étaient réservés à gauche comme à droite, mais vous allez bien abandonner votre bûcher pour ceux qui ont perdu et d'autres gagnent. Et c'est ça le charme de la Coupe. Ben on fait avec. On fait avec. Alain, on revient sur l'approche des deux coachs. Est-ce que ce match finalement ne se gagne pas au banc de touche? On a vu une approche beaucoup plus athlétique en ce qui concerne cette équipe de PW de Bamenda avec pratiquement 95% d'intensité d'impact. C'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Et Ndoubé Bosso qui a varié son jeu. On a vu que c'est une équipe qui s'est dit que le salut allait venir forcément par le jeu, alterner jeu long, jeu court, prouver une certaine fluidité dans le jeu. Or, du côté des Abakoa Boys, on était à 90% dans l'impact, dans la course. Est-ce que l'approche du match de Ndoubé Bosso n'est pas la clé de la victoire de Fofo de Baham? Oui et non. Parce qu'on aurait bien dû, et plus d'abus, aurait dû éviter ces deux buts. Vous voyez, le premier but, c'est un manque d'intelligence de la défense centrale. Il suffisait que dès que le ballon était passé au milieu de terrain axial, il fallait juste faire un ou deux pas et le joueur était en position de hors-jeu parce qu'il a fait un appel en profondeur dans le sens de la largeur. Le deuxième but, c'est un problème de calcul optico-moteur au niveau du gardien de but qui n'a pas vu le départ du ballon et qui a apprécié le ballon quand le ballon était en l'air. Là, il ne pourrait plus le prendre. Moi, je veux un peu revenir sur la périodisation tactique. Parce que nous avons le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes en train d'attaquer. Quand l'adversaire récupère, comment nous sommes positionnés? La notion de déséquilibre défensif pendant les transitions off-def, c'est ça qui a créé le problème à plus d'habitude. Donc je reviens... Notamment sur ce premier but. Hein? Sur ce premier but. Je précise pour nos téléspectateurs, lorsque Alain parle des transitions off-def, il s'agit bien sûr des transitions offensives et défensives. Voilà. Donc actuellement, quand ils ont le ballon, ils l'ont perdu là, dans la zone de déséquilibre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vite se repositionner et le bloc s'est reconstitué difficilement, d'où l'appel en profondeur et ça fait la différence. Moi, je crois qu'il y a eu un problème de jeunesse au niveau de l'équipe de plus d'abus avec les jeunes joueurs qu'ils ont et ça a fait la différence parce que quand vous voyez les joueurs de Fovo, c'est des joueurs expérimentés, c'est des joueurs de haut niveau. Donc maintenant, les deux entraîneurs devraient gérer le match en fonction des qualités de ces joueurs, des qualités techniques, des qualités physiques et des qualités mentales. Parce que le mental est très important. 1-0, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu à un moment plus d'abus, il y avait 8 joueurs dans sa moitié. 8 joueurs, c'est beaucoup dans votre moitié. Quand vous êtes mené au score, il fallait revoir les tâches offensives de chaque joueur à la mi-temps. Moi, je crois que c'est un peu ce qui a manqué à plus d'abus. C'est peut-être que pour assurer ce flux et reflux, c'est resté compact dans les deux zones. Off-def, c'était ça, peut-être l'idée. Exactement, surtout que Fovo de Baham faisait très bien le contre-pressing. À la perte de balle, vous avez jamais avait deux joueurs qui avaient 2 à 3 secondes pour récupérer le ballon. Donc c'est ce qu'ils ont pratiqué là, et je crois que la différence est faite au niveau des bandes de touche. Tiens, puisque vous parlez des joueurs, on va vous proposer un jeu de lumière sur un élément important. C'est peut-être lui qui fait la bascule. Dans ce match, c'est Moule Mbappé, avant Sanko de Fovo de Baham, qui a été élu homme du match, passé par le Léopard, Bamboutos de Mbouda et Fovazou de Yaoundé. Voici son portrait sous la plume de Nestor Kamga. Up to Eric, calls out to Anyeke. Watch out with this one. Cyril Ngando ahead. Dribbles the goalkeeper. Gets the first goal for Fovo of Baham. Une concrétisation en toute beauté et en tout début de match d'une action qui charrie des émotions dans une cuvette bondée de passionnés qui abrite une rencontre saupoudrée de spectacles relevés. Premier but, une signature de Hans Müller Mbappé.
Regardons ici la passe de Eric Ndikoum. Ensuite, Jérémy Kombi qui le trouve. Il efface le gardien de but. L'intrépide Hans Müller Mbappé domine le gardien de but des Abakwa Boys pour ouvrir le score à la 10e minute, donnant ainsi l'avantage à son club. À la fin de la partie, remportée par Fovu Club de Baham, 2-0, l'ex-sociétaire de Fauve Azur Elite reçoit la distinction de l'homme de match. Première finale de Coupe du Cameroun disputée, premier trophée remporté et première distinction arrachée de haute lutte pour l'avant-centre de 23 ans qui peine à cacher son euphorie. Beaucoup de joie, puisque rendre tout un peuple content, on ne peut qu'être joyeux durant toute une nuit. Et je suis vraiment très ému. Parce qu'en étant nouveau dans ce club et faire ce que j'ai pu faire là, c'est avec beaucoup de joie que je suis sorti du terrain. Ce but vient d'un travail de finition puisque durant tout notre stage, le coach s'est accentué sur un travail de finition et je pense que nous les jeunes nous sommes restés beaucoup restrictifs pour pouvoir mettre en place ce que le coach a mis sur pied et ça a payé cash. Je me suis dit peut-être qu'il n'y en aura pas deux occasions. Il faut la mettre au fond pour pouvoir mettre mes abris, mes coéquipiers en sécurité. Et j'ai pris beaucoup de calme pour pouvoir mettre ce ballon au fond. Sa facilité de compréhension et son sens élevé d'appréciation sont entre autres des paramètres qui font de lui un joueur sur qui Fovu de Baham peut compter pour les challenges à venir. Vraiment le jeu de Müller, une petite anecdote, c'est quand Müller, à l'époque elle était à Bamboutos, il jouait milieu de couloir. J'ai barré Müller. Quand j'ai appris que Müller arrive à Fovu de Baham, j'étais content. Il a tout le profil qu'une équipe recherche. Son physique, sa technique. Vraiment, il nous a beaucoup aidé avec son magnifique but. C'est ça qui ouvre les débats. Vraiment. Qui continue comme ça, il ne baisse pas les bras. C'est un grand garçon, il sait ce qu'il doit faire en dehors et sur le terrain. Je vais commencer par la dernière passe qui lui a été adressée. C'est elle qui est lumineuse, c'est elle qui fait le but. J'ai apprécié et j'ai félicité le dernier passeur. Et maintenant, la bravoure et l'intelligence de l'avant-centre qui a utilisé une situation de 1 contre 0, a battu de vitesse le gardien pour marquer ce but. Ça, c'est la grandeur de l'homme, la grandeur d'esprit. Et c'est ce que je leur demande. Parce que le footballeur qui n'est pas capable de réfléchir avant de jouer sera certainement voué à la perte. Donc, nous avons tous apprécié le jeu de l'homme. Après ce but, il a pesé lourdement sur la défense. Et moi, je crois que c'est à encourager, c'est à féliciter. Et déjà, même l'opinion publique aura constaté qu'il a été vraiment le bourreau de PWD hier, d'où la récompense qui lui a été donnée. Mais je crois qu'il a, n'est-ce pas, le sens de l'avant-centre et le sens du but. C'est un ouf de soulagement, mais je pense que ces 2 millions de francs, ce n'est pas pour moi seul, puisque le but ne se marque pas seul. C'est le travail de toute une équipe. Bon, je pense que les 2 millions là, c'est pour toute l'équipe en général. Mes ambitions, d'abord, en Elite One, c'est remporter encore notre trophée avec Fovu de Baham. Et mes ambitions personnelles, c'est pourquoi pas sortir le meilleur buteur de la MTN Elite One que je cherche depuis tant d'années, mais qui me file entre les doigts. Mais je pense que cette année encore, je vais encore essayer de travailler plus pour pouvoir atteindre mes objectifs personnels. Et pourquoi pas une place à l'équipe du Chan qui approche. Tout de mieux que de rêver de ça. L'homme du match de la finale de la Coupe du Cameroun de football vient de déposer ses valises au sein du club de la Grotte Sacrée pour 1 an. Il compte sur ses coéquipiers et sur le nouveau staff technique de l'écurie pour atteindre ses objectifs. Michel, homme du match, on a parlé de ce jeu avec ballon, mais surtout ce jeu sans ballon, sa capacité à se situer dans les intervalles et cette répétition de course. Absolument, je pense qu'il a posé tout son poids sur la défense un peu naïve de Bamenda. Et ce but-là, c'est plein d'intelligence. Déjà, il faut faire l'appel,
battre le gardien et ajuster pour marquer, c'est un très beau mouvement. Je pense que c'est un mouvement typique d'avant-centre. C'est bien, je pense que tout cela est encouragé. Ce qu'il faudra rechercher davantage dans tous nos jeunes du Cameroun, là, c'est la vitesse. Ce qui est de la vitesse, de l'explosivité qu'on ne voit pas encore assez. Aussi sur les côtés, notre sélection nationale manque d'hommes sur les côtés. Quand je m'assois, je regarde, est-ce qu'à droite, d'un côté ou de l'autre, il y a quelqu'un? On n'en trouve toujours pas. Je pense qu'ils doivent se rendre compte que sur ces postes-là qui sont demandés en sélection nationale, il va falloir que l'on travaille d'arrache-pied pour nous produire des latéraux modernes, parce que là-haut, ça nous manque. Alain Djeffan, on parle de ce joueur sacré homme du match, Moule Mbappé. C'est pas un profil, j'allais dire, de vieux renard à l'ancienne, d'avant 50 à l'ancienne. C'est peut-être que ce neuf de poche se passe pour sa capacité à dézonner constamment, à jouer sans ballon, à répéter les courses dans les espaces. Il a montré son intelligence tactique très élevée. Oui, je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec l'avènement des grands entraîneurs, de l'entraîneur de Manchester City, vous voyez qu'aujourd'hui, on joue pratiquement sans avant-centre. Je crois que c'est ce qu'il a utilisé hier lors de cette finale. Quitter, traverser, revenir dans les espaces, surtout les espaces vides, surtout les intervalles. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. Comme a dit son coach tout à l'heure, il a beaucoup aidé l'équipe parce qu'à chaque fois, il fallait le chercher. Il se trouve où? Il revenait au milieu de terrain, il allait sur les côtés. Et ça fait qu'on trouvait facilement la profondeur avec ces joueurs. Moi, je crois qu'il est vraiment intelligent. Aujourd'hui, au haut niveau, l'intelligence du jeu est en train de prendre une place très, très importante. Pratiquement 60%, comme le disent certains entraîneurs de haut niveau. Moi, je crois que ce joueur a déjà le profil. Maintenant, il faudrait qu'il peaufine ce qu'il a déjà et qu'à l'avenir, qu'on puisse le voir, comme il a dit, à l'équipe du Chan de l'année prochaine. Après 2001 et 2010, revoici donc Foufou Doham sur la plus haute marche du podium de la Coupe du Cameroun pour l'honneur et la fierté de toute une région qui a vibré au rythme de cette finale. Retrouvant notre correspondant permanent assis à TV Ouest, Luc Periwanji. Le temps de la finale de la Coupe du Cameroun de football, les habitants de Bafoussam ont déserté les rues, quitté leurs domiciles respectifs pour se retrouver ici, dans les principaux points chauds de la capitale régionale de l'Ouest. Et quand survient l'ouverture du score en tout début de partie, à l'unisson, ils exultent et livrent un concert d'ovation. Ouais, le but était très magnifique, puisque l'appel de l'avant-centre était vraiment très magnifique. Selon les entraînements ici, là, puisqu'on a vu les derniers entraînements ici là, avant qu'ils ne partent en stage mort. Le coach a trop demandé la pression, de faire le pressing haut, ça a payé, une dernière passe comme ça, avant-centre il a mis au fond le filet, nous étions très contents, on a produit. Et tel que le match est en train d'évoluer là, vous pensez que l'équipe est en train de bien se comporter, de bien gérer son avantage? Oui, le match est vraiment équilibré des deux côtés, ça joue vraiment très dur des deux côtés, mais on tient toujours le coup. On croit à nos frères ici là, on espère que le trophée serait ici avec nous. Pour moi, je suis avec le maillot de Foufou Club de Baham. Ça veut dire que j'ai un penchant du côté de Foufou Club de Baham. Foufou doit gagner par 3-1. Ils ne sont pas tous des inconditionnels de l'équipe de Baham, mais à l'occasion, ils ont fait bloc derrière le représentant de la région de l'Ouest. Ils y ont cru jusqu'au bout, jusqu'au but du 2-0, le coup fatal. Il a fallu que ce but arrive pour un peu nous donner ce moral dont on attend. On a besoin de ce troisième trophée. C'est tout l'Ouest qui attend ce trophée, bien évidemment. L'Ouest est représenté par Foufou. Alors à 2-0, c'est plié, non? C'est dans la poche? Non, pas encore. Le match se joue en 90 minutes. Il suffit deux occasions, l'égalisation est arrivée. Donc on peut encore patienter jusqu'à la 90e minute. Tant qu'il n'y a pas coup de sifflet final, on ne peut pas jubiler. Le Graal, à peine dans la besace, Bafoussam et ses populations s'apprêtent à recevoir les héros du 24 septembre avec tous les honneurs. Ça serait une énorme joie de les serrer aussi dans mes bras, puisque ce sont aussi des grands frères, j'ai aussi des grands frères parmi, de les serrer dans mes bras, et aussi mon coach, le coach Zonkou, qui est le coach de gardien de Foufou de Baham. Ça serait une énorme joie pour moi de l'embrasser et d'arrêter aussi cette médaille. Grâce au 3e sacre de Foufou de Baham en Coupe du Cameroun, les férus de foot de l'Ouest tiennent enfin leur consolation au terme d'une saison presque blanche et sèche.
Un grand merci à Achille Raoul Loumou pour ce montage exceptionnel. Michel, la région de l'Ouest et Baham, en particulier, devient une place forte du football national. Mais absolument, mais ça à cause d'un mécène, il faut bien le dire, hein, qui est dans l'ombre, M. Kamdem Dieudonné, pour ne pas le citer, a 2 équipes qu'il a financées. Il avait commencé par Fofo de Baham. Et il a financé, il a voulu bâtir un stade là-bas, peut-être même à son nom, les gens sont opposés. Il allait donc créer Astre dans sa propre société et il les finance lui-même. C'est le financier majoritaire de ces 2 clubs. Et c'est pour ça, son propre plaisir, le plaisir des autres. Avec cette victoire en Coupe du Cameroun, l'appel du sang, il est très fort. Il y aura un retour du côté... Mais il faut espérer que les gens l'accompagnent parce que vous voyez, on parle de football, on suit... la télévision aux États-Unis à gauche à droite, on dit c'est où ça, c'est quel bled, mais par le football on peut se vendre et c'est un homme d'affaires. Donc c'est aux gens de suivre ce pas-là et savoir que par la télévision, par le football, on peut se vendre et en tout cas se faire connaître. Et ce qu'il réussit à faire parfaitement, et par ce genre d'occasion, il faut le citer parce que c'est quelqu'un qui est très humble, hein, très réservé, qui n'est pas venu en premier plan, mais voilà. Il finance 2 équipes, il gagne une Coupe du Cameroun, c'est très bien, c'est très bien. Monsieur Kamdem qui aurait dû être avec nous ce soir, il est parti précipitamment du côté de Douala, c'est parti remise, on retrouvera peut-être Monsieur Kamdem samedi du côté de Limbelor de la Super Coupe face à Coton Sport. Alain, vous avez passé 4 ans dans cette ville de Baham et à Bafoussam. Comment ça s'est vu en interne, cette équipe de Fofo qui finalement est une équipe qui fait preuve de résilience? Oui, je crois qu'il faut préciser que Fofo avait commencé le professionnalisme depuis, parce que je me rappelle quand j'étais dans Fofo avait des joueurs qui touchaient 350 000, à l'instant de Mintan Rodrigue, le capitaine. Et puis il y avait plusieurs joueurs qui avaient les salaires de 200 000 euros. Vraiment, on profite de l'antenne pour dire félicitations à ce président, M. Kamdem Dieudonné, qui fait beaucoup, sans oublier M. Aboundé, jeune président de club, qui apporte beaucoup aussi dans le football, qui sont tous déjà avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui. Moi, je crois que c'est des mécènes qu'il faut mettre dans le football camerounais, vu la vision du président de la fédération aujourd'hui. Je crois que c'est une très bonne chose pour l'avenir de ces jeunes footballeurs, afin que le football puisse être vraiment une source de revenus pour ces enfants, afin qu'ils puissent en faire un métier, un vrai métier, je vais dire. Et je crois que c'est la seule chose que nous puissions souhaiter pour la jeunesse. Je vous ai adressé la facture tout à l'heure, un orgue des recettes, parce que le directeur délégué à la CMCA, Martial Longono, il nous suit pour cette fleur lancée à ces 2 mécènes du football. C'est payant. C'est payant, on ne sourit. Je le dis peut-être pour sourire, regardez qui nous avons en régie. Regardez qui nous avons en régie. C'est une vieille connaissance. C'est un personnage fort. Il a marqué l'histoire de la télévision nationale et de cette émission, on ne le présente plus. Il est en compagnie de la belle, de la tête de gondole des 6 activistes. Ils sont en régie. Et du côté, on me signale qu'effectivement, Rosalie Sofinke est en compagnie de notre invité que vous allez deviner. Regardez. Bonsoir Raphaël. Je suis effectivement en compagnie de Jean Lambert Nan, grand personnage de la communication au Cameroun, journaliste sportif émérite, ancien patron du sport à la télévision nationale, ici même à la CRTV, concepteur de Fofo Foot, l'émission que vous présentez. Jean Lambert Nan, bonsoir, bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir. Vous retrouvez vos amours? Les toutes premières, parce que je ne sais pas si aujourd'hui présenter une émission est encore un amour, mais je n'ai pas décroché et je continue de regarder les formules qui naissent. C'est toujours bien de passer à plus que ce qu'on a fait et de présenter un nouveau visage des émissions centenaires. Alors, que devenez-vous? Me voici devant vous. Sur Fofo Foot. Je suis au ministère de la Communication, où je suis directeur, en attendant de passer la main. Jean Lambert, non, la saison sportive s'est refermée dimanche avec la finale de la Coupe du Cameroun de football. Quel regard portez-vous sur la saison qui s'est achevée de façon globale? Je l'ai trouvée très populaire. Il y avait beaucoup de monde au stade, malgré la pluie. Il y avait du répondant sur le terrain. Les 2 équipes se sont vraiment laissées aller au jeu. Malheureusement, au plan sécuritaire, on regrettera toujours que les frontières d'accès au stade soient très éloignées du site. Ce qui fait que plusieurs autres spectateurs qui auraient pu combler les vides que l'on a vus dans les gradins
n'ont pas pu atteindre le stade parce que les barrières de police sont à 2 km du terrain de jeu, du stade. Et bon, sur le terrain, Bamenda a fait ce qu'il aurait pu, mais Fovu était mieux préparé avec un public plus expressif, plus nombreux. Cela va de soi que si le public joue souvent à être le 12e homme, le public de Fovu a certainement joué sur le moral de leur adversaire. Et Fovu l'a emporté par 2-0. Alors, en football, il y a ce vieux serpent de mer, à savoir le calendrier des compétitions nationales, notamment le championnat de football qui s'étire souvent. Est-ce que vous pouvez proposer une formule pour rationaliser sa gestion? La saison parfois est tributaire du calendrier politique. Vous avez beau faire tous les calendriers que vous voulez, tant que la Coupe du Cameroun ne s'est pas jouée, vous ne pouvez pas lancer la nouvelle saison. Et au Cameroun, il faut attendre que le politique décide de quand il peut présider une finale de Coupe du Cameroun, qui est généralement la clôture de la saison. La programmation ne dépendra donc jamais de l'organisateur des cérémonies, de l'événement. Il faut peut-être amener, faire de la pédagogie auprès des hommes politiques pour leur dire que une saison, ça a forcément une fin. Et que la fin d'une saison n'est pas à tirer comme de l'élastique. Il faut la circonscrire dans un calendrier national qui lui-même obéit à un calendrier international. Et la saison sportive au Cameroun s'est achevée le 24 septembre, donc dimanche dernier. Place à la nouvelle saison en football avec le championnat d'élite. Il y a cette nouvelle formule qui engage les équipes dans 2 sous-poules. Et à la fin, le champion est connu après des play-offs. Est-ce que cette formule est agréable ou alors il faut aller sur un championnat unique pour tous? On ne peut pas déjà dire si elle est agréable ou pas, on verra à l'exercice. Mais c'est une formule que moi j'ai toujours voulu réaliser du temps même où j'étais à la FECAFOOT. Parce que vous voyez, les communications entre les régions du Cameroun ne sont pas aisées. Il n'est pas facile pour une équipe de jouer à Maroua le dimanche et de jouer à Bamenda le mercredi. N'est-ce pas? La formule que l'on annonce va raccourcir le temps de route des équipes, circonscrire le championnat dans une espèce d'équité. J'espère que les équipes ont été réparties en fonction de leur appartenance régionale. Et ainsi, toutes les équipes partent avec, même si on ne peut pas le dire, les mêmes chances. Au plan financier, ça devient moins coûteux. Vous ne voyagez plus sur de longues distances. Vous pouvez aller en autobus plutôt que par le train ou par l'avion. Et je crois que le bouquet final qui sera constitué des play-offs va avoir beaucoup de saveurs. Croisons les doigts. Avantageux pour le public, enfin pour les équipes, vous l'avez si bien dit, mais est-ce que côté spectacle, le public est satisfait? Est-ce qu'il y a ce suspense recherché? Au club de tout faire pour que le spectacle soit au rendez-vous. Le public est aguiché par le niveau, la qualité du spectacle. S'il n'y a pas de beau spectacle, personne ne va au stade. Montons un petit peu au cran au-dessus avec le football de sélection qui connaît encore aujourd'hui des hauts et des bas, Jean Lambert-Nan. Il y a manifestement beaucoup de réglages à faire à divers niveaux. Comment pensez-vous qu'on puisse redorer son blason, surtout pour qu'il retrouve sa flamboyance d'antan? Vous savez, nous les Camerounais, nous vivons très souvent avec notre passé. On est en 2023, demain c'est 2024, mais nous croyons toujours à 2000. On croit toujours que l'équipe nationale doit être du standing de ce qu'elle fut en 2000 il y a plus de 20 ans. On n'a plus les mêmes joueurs, on n'a plus les mêmes talents, on n'a plus les mêmes génies. C'est une nouvelle génération qui est lancée comme ça. On est en rodage. Et il va falloir être conciliant. Il va falloir être tolérant. Penser que les lions indomptables, parce qu'ils s'appellent tels, vont tout écraser sur leur chemin. Mais
pendant qu'il brillait, d'autres étaient sous le paillasson. Maintenant que plusieurs sélections continentales ont émergé, la tâche devient plus difficile. Et même pour le Sénégal qui croit qu'il va rester fort. Moi, que faut-il faire pour garder la tunique de roi de la forêt? Travailler dans l'intervalle de temps qui va précéder la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je crois qu'on a, par rapport à ce qu'on a vu contre le Burundi, et surtout en deuxième mi-temps, on peut faire un bon assemblage de ce que nous avons en ce moment et peut-être va-t-il falloir travailler sur ce que nous avons de spécifique à nous, le fighting spirit. Ça a manqué en première mi-temps à Garoua. En deuxième mi-temps, on a vraiment vu les gens sortir de leur, torpeur et se dire advienne que pourra. Je crois que c'est toujours cet esprit au-delà du beau jeu qu'il faut afficher parce que, et en plus, dans une compétition où il faut gagner un trophée, c'est quoi le beau jeu? Il vaut mieux gagner comme on a gagné contre le Burundi, même sans produire un jeu flamboyant. Et cela a été fait, le Cameroun ira à la CAN. Jean-Lambert Nang, vous restez journaliste sportif dans l'âme. Merci d'être passé chez vous et à très vite. Merci. Bonsoir Raphaël, merci et bonne suite à vous également. Merci Rosalie Sofinke pour cette interview exceptionnelle avec un immense personnage, Jean Lambert Nang, qui est bien sûr chez lui ici à la CIR TV. Un joli clin d'œil à Jean Lambert. Rapidement, Michel, on va revenir sur une préoccupation que soulevait tout à l'heure Rosalie Sofinke. C'est ce vieux serpent de mer. Le mot a été lâché par Rosalie sur ce calendrier des compétitions nationales. On a une fédération, on a quelquefois également les pouvoirs publics qui veulent protéger les joueurs, encadrer la sélection nationale et puis soulager aussi les clubs. Plus séparément, toutes ces raisons trouvent une certaine résonance, mais leur addition provoque un effet boule de neige et ça devient inextricable, Michel. Le football, le sport en général, tient une place particulière dans l'échantillon de tout pays. C'est-à-dire qu'on doit le programmer, on doit savoir. Je pense aussi bien que l'on parle de la fête du 11 février, pour ne pas parler du 20 mai, on peut avoir un jour de fête de la finale qui est déjà programmé, fixé, et ça obligerait tout le monde à s'arrimer. Mais maintenant, il faut faire les yeux doux à la politique, tout cela pour qu'on y arrive. Mais le jour où on y arrivera, ça résoudra le problème de tout le monde. Parce qu'il est vraiment pratique pour un entraîneur de travailler vers un but précis à une période précise. Et là, vous ferez du grand jeu, du grand art. Et ça mettrait tout le monde d'accord. Même pour la promotion, l'organisation, la publicité, tout serait fixé. Donc, il faut seulement supplier qu'un jour, aujourd'hui, on a même fait un peu mieux. Parce qu'avant, on jouait la finale en décembre. Donc, vous jouez, les championnats commençaient en janvier. Mais là, ça progresse. Espérons qu'un jour, on va donc arrêter une date définitive pour la finale de la Coupe du Cameroun, qui est donc la fin de la saison sportive. Je pense qu'on en a droit. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, travailler sur le côté politique pour que ça arrive un jour. Il n'y a pas que le côté politique, Michel. Souvenez-vous, dans les années 70, dans les années 80, dans une autre vie, j'étais ramassé de Michel, on achetait en début de saison ces petits calendriers qui fixaient les matchs. On ne parlait pas encore de Coupe du Cameroun, on avait une visibilité claire sur la saison. Tout au moins, c'est sur les différentes phases aller, phases de retour, sans Coupe du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, difficile de se projeter sur 3 ou 4 mois avec un calendrier. C'est fait en championnat. Les dates sont précises des débuts à la fin. C'est fait déjà. Mais nous assistons à plusieurs reports qui ne s'expliquent pas souvent. Pas des raisons. Quelquefois, il y a eu des raisons de climat, des raisons météorologiques, mais quelquefois, on arrive à des retards qui ne s'expliquent pas. Ben, le retard, souvent, c'est soit les présidents de club, ils n'ont pas encore reçu la première avance, qui dit on va reculer. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui met le pied, qui dit vous ne vous alliez pas, on joue sans vous. Et il faut tenir. Pour moi, il faut que le président de la fédération tienne fort. C'est pour le bien de tout le monde. Mais qui tienne aussi compte de la réalité économique. Le football vit dans un contexte donné, il ne vit pas est nihilo. Je suis bien d'accord, mais si vous donnez dans cette largesse-là, qu'on puisse commander quand on veut, comme on peut, on ne va jamais rivaliser avec les grandes nations. On reviendra sur cette question du professionnalisme. Faut-il instituer l'amateurisme, ce que Bébé l'appelle l'amateurisme marron ou un professionnalisme. Le professionnalisme, il s'ancre dans un milieu bien précis. On aura l'occasion, dans notre émission spécialisée, les débriefeurs avec Evariste Yenga, de soulever cette question de la pertinence du professionnalisme au Cameroun. Ne bougez pas. Si vous êtes sur la CIR TV Sport, nous sommes en direct du studio Croix du Centre de production de Mbaladou. Nous sommes engagés depuis une trentaine de minutes dans une édition exceptionnelle avec la Coupe du Cameroun au recros. C'est une plongée dans les coulisses et dans cette finale que nous avons
essayer de vous faire revivre en son et en image. Dans les prochaines minutes, on va revenir également sur la première sortie de nos Lions face aux Harambee Starlets. Petite victoire sur la plus petite des matchs, 1-0. Et on parlera bien sûr des Lions indomptables avec le week-end des Lions sur le vieux continent. Et cette rencontre de fou furieux qui nous attend le 16 du côté de Lens face aux Lions de la Teranga. À tout de suite. Éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024. Les Lions indomptables ont battu les Harambee Starlets du Kenya samedi dernier à Douala 1-0 dans le cadre de la première journée. Malgré une réelle emprise sur la rencontre, les pouliches de Jean-Baptiste Bisek qui faisait son baptême de feu n'ont pas pu creuser l'écart. Tout reste à faire ce mardi du côté de Nairobi. On refait le match aller avec Gaël Abega. Et c'est terminé ici. Madame l'arbitre, Antino siffle la fin du match. Victoire pour le Cameroun, 1-0, but de Mambolabo. L'essentiel est assurer la victoire. Face aux Harambee Starlets, les Lions indomptables du Cameroun sont tirés de cette bataille de justesse. 1-0 coup de sifflet final, une réalisation d'Eliane Mambolamo sur corner exécutée en début de match par Abou Diongene. Corner, le but s'est levé, une tête et c'est gagné. Le Cameroun avait pourtant les moyens de s'en tirer largement vainqueur de cette rencontre. La seule chose à retenir de cette rencontre, c'est la victoire. C'est l'élément important qui permet à la sélection de Jean-Baptiste Bisek de continuer cette campagne des éliminatoires. C'était une équipe expérimentale, des buts jusqu'au niveau de l'attaque. On a Mikaeli Inès Bina qui a passé une rencontre assez tranquille, pas du tout titillée par la ligne offensive kenyane. Maintenant, au niveau de l'axe, on a eu des joueuses qui ont fait le tout premier match ensemble. Une Inès Maguet qui n'était pas à son poste parce que latéral gauche de formation. Elle a évolué à l'axe avec Eliane Mambolamo. Elles n'ont pas été assez titillées, mais on a vu quelques petites lacunes. Chance, c'était un clean sheet. C'était également le même cas au niveau du poste de latéral gauche. Esther Maïkit, latérale droite de formation, elle s'est retrouvée en train de défendre. Elle s'est retrouvée en difficulté à la première période, notamment avec 9 ballons perdus. Heureusement qu'elle a corrigé cela dans la deuxième période. C'était également le cas avec notre ligne offensive qui était expérimentale. Abou Diongene, qui depuis un bon bout de temps en club joue comme attaquant axial, s'est retrouvé en train de donner plus d'efforts sur le côté, ce qui n'entre plus dans son registre depuis une saison et demie du côté de la Russie. La bande à Abou Diongene a eu du mal à dérouler son jeu. Le patron du banc de touche des Verts rouges et jaunes, Jean-Baptiste Bisek, a procédé à de nouvelles stratégies gagnantes selon lui, mais qui n'ont pas porté assez de fruits. La première mi-temps, je crois que l'adversaire nous observait aussi. Nous avons eu beaucoup d'occasions qui ont été vendangées. C'est là que je dis on va regretter ces occasions, je me dis. Et la deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu assez parce que l'adversaire a compris qu'il restait 45 minutes et qu'elle pouvait replier pour pouvoir nous gêner dans les assauts. Ça a d'ailleurs payé. On a eu Brenda Tabé, attaquante axiale de formation. Elle joue à l'axe depuis qu'on la connaît en première division camerounaise, qui s'est retrouvée en train de jouer le rôle de milieu de couloir, ce qui ne lui a réellement pas souri. C'est des petites expériences que le coach Bisek a décidé de mettre sur pied pour essayer d'évaluer cette équipe kenyane, qu'on découvrait également parce qu'elle avait déjà passé 705 jours sans jouer un match officiel, donc difficile de pouvoir l'étudier. C'était une rencontre expérimentale. Le Cameroun s'en sort avec la victoire, c'est l'essentiel. Premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est encore gagné pour les Camerounaises qui auront fort à faire à une équipe kenyane qui joue à domicile. Surtout faites très attention à cette équipe kenyane qui a décidé de compter sur son public parce que l'entrée, elle sera gratuite. C'est un atout super important. Ces gens, ils savent bien soutenir leurs équipes. Au match retour, l'adversaire aussi pourra essayer d'attaquer pour pouvoir marquer, étant à domicile. Et c'est là que nous devrions profiter. Il faut à tout prix marquer des buts là-bas pour sécuriser ou alors défendre totalement pour ne pas encaisser. Des erreurs à corriger, certes. Néanmoins, les Lions indomptables ont du potentiel pour passer à la seconde étape des éliminatoires. On s'entraîne tout de suite. On a dans les goûts de Mikaeli Inès parce que pour moi, c'est la gardienne incontestable titulaire des Lions indomptables. On revient au niveau de l'axe.
on a Charlène Mofumotu, Eliane Mambo Lamo. On rentre du côté gauche avec Inès Magué. Côté droit, vous avez Esther Maïkit. Au milieu de terrain, on a Ngok Nyango, Charlène Meyon Ménéné et Ngok Monique. En attaque, vous avez tout de suite Chouta Djaranjoya d'un côté, Abou Diongene de l'autre et puis Chanel Chapchet à l'axe. Pour des résultats probants, à l'issue du match retour, Jean-Baptiste Bissek gagnerait à faire jouer chaque joueuse à son poste de prédilection. Demain, revoir déjà cette assise, faire jouer chacune à son poste, c'est très important chez les femmes. Faire jouer chacune à son poste, cela va permettre de trouver peut-être des automatismes au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et surtout, en attaque, faire jouer des joueuses qui ont un certain nombre de matchs dans des jambes, parce que on a vu, c'est vrai qu'il a lui-même il a dit en conférence d'après-match que c'était une équipe expérimentale. On a vu ce que celles qui ont joué vendredi dernier pouvaient produire, mais il y a d'autres qui étaient sur le banc de touche qui n'ont pas pu jouer, notamment une attaquante comme Chanel Chapchet Nana qui joue en première division en France. Elle aura certainement peut-être sa chance aussi au match retour. Il va falloir corriger tout cela et surtout apporter plus d'animation au milieu de terrain. On a vu un milieu de terrain très amorphe, moins mobile, ce qui a permis à Abou Diongene de faire une débauche d'énergie incroyable où elle était obligée de revenir chercher les ballons au milieu de terrain. Ça a compliqué la tâche parce que face au but, elle a manqué de lucidité. C'est des petits détails qu'il faudra corriger. Kenya-Cameroun, c'est à suivre ce mardi. Elle reprend magnifiquement ce ballon. Michel, on a titré rien n'est joué dans ce match avec une avance d'un but. Tout peut arriver demain à Nairobi, même si les Lions partent avec un a priori favorable. Même si c'était 2-0, rien ne serait toujours joué. On ne peut pas dire que quelque chose est joué avant qu'on ait joué le match retour, non. Mais je pense qu'il y aura un match. L'entraîneur a eu le temps de voir son équipe dans une rencontre de cette hauteur-là pour la première fois. Il va certainement fédérer. Moi, j'ai été satisfait sur l'organisation défensive, rien que là. Moi, je pense que défensivement, on n'a pas eu de gros soucis. C'est devant qu'il faudra s'arranger pour que les côtés marchent plus, qu'il y ait la vitesse sur les côtés qu'on n'a pas assez. Et maintenant, savoir comment utiliser la grande qui est devant, Estelle, je pense qu'avec tout son potentiel physique là, il n'y a pas besoin qu'elle court à gauche, à droite, elle va se fatiguer. C'est quelqu'un qui, à mon avis, si elle est au niveau du milieu de terrain et qui a du boulevard derrière, s'il y a un long ballon, il peut battre tout le monde de vitesse et partir. Donc, c'est utilisé d'une façon judicieuse chacun de ces joueurs. J'ai suivi un des entraîneurs qui maîtrise peut-être mieux le football féminin, qu'il faut peut-être jouer chacun à son poste. Ça, c'est vrai. Mais en sélection nationale, c'est un peu compliqué. Parce que vous arrivez, on fait un choix et vous devez vous ajuster à être un peu polyvalent sur certains postes précis. On ne dit pas gardien de but, mais on peut vous ajuster, de décaler sur le côté pour que quelqu'un d'autre joue. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe qui joue bien groupée et quand on attaque bien ensemble. Moi, j'ai trouvé le milieu un peu trop donner le ballon et on reste. Ils ne donnent pas, ils suivent pour chercher à passer, à aller eux-mêmes marquer. C'est des ajustements que certainement l'entraîneur va faire. Mais je suis sûr qu'il s'est d'abord préoccupé de l'organisation défensive qui, à mon avis, a tenu. Je n'ai pas vu l'adversaire pouvoir nous marquer un but. Et je pense que ce qu'ils ont montré, je peux me prononcer là-dessus. Je pense que vraiment devant, c'est un peu léger, l'équipe kenyane. C'est derrière qu'ils ont du solide au milieu. Alors, est-ce que finalement, les Lions n'ont pas déjoué face à l'organisation de cette équipe du Kenya? Michel le soulignait tout à l'heure, un bloc très bas, compact, et qui savait quelquefois se projeter, d'où le recul des Bissek, en maintenant également des milieux qui ne se projetaient pas pour maintenir un certain équilibre. Est-ce que cette équipe kenyane, dans son organisation, ne nous a pas fait des jeux carrément? Non, moi je crois que c'est le football féminin. Le football féminin, c'est réalité. Quand une équipe vient généralement jouer à l'extérieur, elle vient défendre. Surtout que le match retour devait se jouer à Nairobi. Donc l'équipe kenyane venait limiter les dégâts, c'est-à-dire prendre le moins de buts possible. C'est ce qui s'est passé. Et je crois que nous avons pêché juste sur une particularité, le jeu en profondeur. Nous avons plus joué en largeur. On n'a pas beaucoup cherché la profondeur, ce qui nous a manqué. Et c'est ça peut-être au niveau de l'animation offensive qu'on a eu des petits soucis. Mais d'une façon générale, je crois qu'on aurait dû marquer 2 ou 3 buts. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais il faut remettre ça. Maintenant, le match de demain, c'est un match retour. Le Kenya sûrement va ouvrir le jeu. À nous maintenant,
en fonction du projet de jeu de l'entraîneur, c'est lui qui vit avec ses filles, qu'est-ce qu'il va mettre en jeu, est-ce qu'il va aller les chercher haut, est-ce qu'il va jouer médian pour jouer sur contre-attaque parce qu'il joue à l'extérieur, c'est à lui de jauger et surtout il faut tenir compte du climat parce que vous savez, nous jouons à Nairobi, là-bas il y a une rareté d'oxygène, on le sait. Est-ce qu'on s'est acclimaté? J'ai dit non parce que chacun est arrivé 2 jours avant, donc il faut pouvoir que l'entraîneur mette sur pied un projet de jeu qui puisse amener l'adversaire à se qualifier. C'est l'équipe A. C'est le résultat qui est important. Comment faire pour gagner le match et se qualifier? Je crois que c'est la question à laquelle le coach devra répondre demain. On aura l'occasion de reparler dans notre prochaine émission de ce match retour qui nous attend demain du côté de Nairobi. Un match qui a une forte odeur de soufre. On va parler bien sûr des Lions indomptables avec le week-end de nos internationaux. Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, un artificier André Onana qui réalise un clean sheet au lendemain du première journée des champions League cauchemardesque à Munich face au Bayern. Performance des Lions en club dans un sujet qui signe Wilfried Koto. Toujours en hexagone, division 3, Fabrice Ondoa n'a toujours pas joué le moindre match avec Nîmes. L'entraîneur des Crocos, Frédéric Bompard, préfère toujours le français Paradowski au poste de gardien de but. En Série A italienne, Rudy Garcia met à contribution Zambo Anguissa pour la 4e fois d'affilée dans le 11 entrant de Naples lors du match nul blanc face à Bologne. En Super League turque, Olivier Ntiam dans le 11 titre de Samsun Sport face à Antalya Sport, 4e titularisation en 5 matchs. Il n'était pas dans l'effectif de leur club dans cette Super League turque. Clinton Dié absent dans le groupe de Sivasspor face à Rizespor pour cause de suspension de carton jaune. Olivier Kemen, pas retenu dans l'équipe de Kayserispor qui a perdu face à Beşiktaş. Olivier Kemen en est à 3 titularisations en 6 matchs de championnat. En Arabie Saoudite, Karl Toko Ekambi enregistre sa 3e titularisation avec Abba Club face à Al Raed. Lui, il ne sort pas la tête de l'eau, Davis Passy, pour la 6e fois d'affilée avec Abba Club, une seule fois titulaire en 7 matchs en Saudi Pro League. Michel, c'est un temps de jeu disparate pour nos internationaux. Absolument, c'est pas facile là-bas. Les places se disputent. On est en début de saison, chacun se bat pour mériter sa place. Et ils sont aussi dans plusieurs chantiers pour certains clubs. Donc, je suis content de voir Choupo reprendre du temps du jeu là, qu'il soit titulaire, qu'il joue, c'est bien. Donc l'attaque marche. Bon, maintenant. Ce n'était pas facile face au Prince Harry. Absolument. Bon, maintenant, il faut que les autres mettent au pas. Mais déjà qu'ils soient dans le groupe, c'est bien. Je pense que c'est bien que l'on cite tant de nos Lions dans plusieurs équipes de haut niveau. C'est bien, c'est réconfortant parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Un ami de 10 ans nous rejoint, c'est Monsieur Sport Afrique au quotidien sportif français, l'équipe qui nous fait l'amitié de nous prêter son effectif ce soir. Je suis une grande première dans Foufou Foot, c'est Monsieur Hervé Penaud. Hervé, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, et quel plaisir d'être en votre compagnie. En compagnie tous les Camerounais, toutes les Camerounais, et puis parler football avec vous, c'est toujours un honneur. Mais Hervé, vous êtes en pleine bourre, en ces débuts de championnat sur les vieux continents, ça se sent, Hervé? Eh ben super, ça va en pleine forme. Et puis la saison de football a bien démarré, donc en général quand c'est comme ça, tout va bien. Rentrons dans le vif du sujet. Nous parlons des perfs de nos internationaux sur les différentes pelouses de ce week-end. Il y a le cas d'André Onana qui nous interpelle. On a toujours en tête cette soirée cauchemardesque à Munich face au Bayern. Et puis il s'est bien repris avec ses clean sheets face à Burnley. C'est vrai, ce n'était que Burnley. André Onana, il est dans le dur, Oui, absolument. Alors, il y en a d'autres qui ont plutôt performé depuis le début de saison, mais évidemment, celui dont on parle le plus, parce qu'avec toutes les histoires qu'on a connues aussi autour de l'équipe du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde, c'est André Onana. Plus gros transfert cet été, des joueurs camerounais, plus de 50 millions d'euros, partir de l'Inter à Manchester United, très attendu par les supporters, parce qu'ils avaient pas une pleine confiance en De Gea et en plus par un entraîneur qu'il connaissait très bien pour l'avoir eu déjà aux Pays-Bas. Et puis malheureusement, c'est un début de saison un peu difficile à l'image de son match cette semaine où il fait une énorme bourde d'entrée qui fait qu'après, d'une certaine manière, ça entraîne la défaite de son équipe, Manchester United 4-3 au Bayern Munich. Alors c'est une erreur de main, il n'est pas tellement coutumier de ça parce qu'autant il peut avoir des petites approximations par son jeu au pied parce qu'il est tellement à l'aise dans cet exercice-là qu'il peut parfois prendre quelques risques.
risque. En revanche, à la main, si l'Inter est en finale l'année dernière de la Ligue des Champions, ils peuvent certainement lui dire un grand merci. Donc on s'attendait pas, et lui d'ailleurs non plus ne s'attendait pas à ça, parce qu'il l'avouait très honnêtement lors de son interview d'après-match. C'est plutôt rare les gens qui assument de cette manière-là. En quelque sorte, il a dit mon erreur coûte la victoire à l'équipe, donc lui-même sait qu'aujourd'hui, il doit en faire plus. Hervé qui parle bien sûr de cette soirée à vite oublier, cette soirée terrible d'Anglo Nana du côté de Munich. Alain, un début de saison, on va dire pour le moins compliqué pour le portier camerounais. Oui, un peu mitigé, mais je crois que c'est ça le footballeur de haut niveau, les hauts et les bas, il faut pouvoir les gérer. Moi je crois que contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas forcément un but qui entraîne une défaite. Il a pris ce but dès le début du match, mais je crois que l'équipe... Un but qui a quand même tout changé, hein? Oui, c'est peut-être le but de la bascule. Ils ont été menés 1-0, c'est vrai, mais je crois que l'équipe pouvait revenir avant. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce qui arrive au haut niveau. Bon, moi, je crois que le match d'hier a permis à ce qu'il ait un cliché. Et puis, je crois que sur le plan mental, il doit revenir à de meilleurs sentiments et faire des meilleurs arrêts tels qu'on le connaît. Avant de retrouver Wilfried Koto pour parler bien sûr de ce cas, je voudrais me tourner vers vous, Michel. Là, on en a... Ça passera peut-être dans les prochaines semaines. Il y a Crystal Palace qui arrive, mais il faudra qu'il renfile le bleu de chauffe parce qu'après Derian, après Schmeichel, c'est pas facile pour les gardiens du côté de Manchester United. Mais absolument, il savait très bien où il allait. C'était un grand club, très grand club. Bon, maintenant il a attendu tous les samedis. Il était un peu couvert par son entraîneur qu'il a reçu, qu'il connaissait bien avant de venir là-bas. Ça l'a aidé un peu, je crois que ça l'aide encore, mais il sait qu'il doit travailler. Après tout ce que l'on a dit, il a fait un mauvais match, on n'a pas daigné le remplacer, il est reparti titulaire, il fait un clean sheet. Ça va certainement repartir. C'est des professionnels, ils doivent s'habituer à cela, affronter cela. Puis les gardiens, ça bosse dur. Il va cravacher, travailler, et la confiance va revenir avec des victoires en plus. Ça devrait revenir. Pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un gros travailleur, il sait ce qu'il attend. Bon, maintenant, moi, il peut dire que le plus dur est passé. Wilfried est avec nous, il est en régie. Wilfried, nous sommes sur le cas d'André Onana qui règne compris moins reluisante que celle de sa précédente saison. En Italie, en autant de matchs, comment faut-il percevoir ces données, Wilfried? Oui, Raphaël, et si on convoquait les statistiques d'André Onana cette saison, 10 buts pris en 6 matchs avec Manchester United, avec un pic de 4 buts lors de la première journée de la Champions League face à Bayern de Munich. Si on compare cette stat avec la saison dernière, lorsqu'il évoluait avec l'Inter de Milan, en autant de matchs, c'est-à-dire 6 matchs en championnat, André Onana en avait pris 7 la saison dernière. Alors 11 buts pris en 7 matchs cette saison, ces chiffres peuvent laisser croire que André Onana n'est pas à la hauteur du challenge qui est le sien cette saison, mais que nenni, à la vérité, si André Onana prend autant de buts cette saison avec Manchester United, c'est surtout dû aux carences défensives du club mancunien. Ces buts pris par Manchester United parlent plus des insuffisances défensives de Manchester que des insuffisances d'André Onana. Ça, il faut le relever. On a vu par exemple ce match contre Bayern de Munich, des buts pris avec une erreur de marquage de ses défenseurs sur 2 buts de Bayern de Munich. Un gardien, ça rime avec une grande défense. Et il faut que les défenseurs de Manchester accompagnent André Onana pour qu'il soit à la hauteur du challenge qu'on lui a fixé du côté de Manchester, Raphaël. C'est vrai, il n'a plus avec lui Skriniar, il n'a plus avec lui les tauliers qu'il avait du côté de l'Inter de Milan. Il va se faire. Varane est là du côté de Manchester. Hervé est toujours avec nous. On va peut-être repartir du côté du 12e arrondissement parisien pour parler toujours du portier camerounais André Onana. Ses perfs seront structés parce qu'il est très attendu du côté de Manchester United. Si le protégé, on va le dire comme ça, des 2A, il est structé par l'ensemble du public anglais. Et on sait que dans ce championnat british, les avis sont très sévères et les critiques fusent de partout, très vite. Hervé.
Ah là, c'est une certitude que lui, il sait qu'il va être scruté. Alors, je pense qu'il a toujours l'appui, évidemment, de son entraîneur, Ten Hag, qui rêvait de l'avoir à Manchester United. Il a certainement toujours confiance en lui, parce qu'on sait qu'André Onana, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui sait d'où il vient et qui sait où il veut arriver. Et ça n'a pas été facile, il n'a pas eu un parcours facile. Donc, aujourd'hui, il sait que son style de jeu, qui plaît beaucoup à l'heure actuelle, parce que c'est l'un des meilleurs gardiens au pied au monde, si ce n'est le meilleur, ça lui donne un plus. Et alors, il n'a pas peur d'assumer ces responsabilités-là. Mais d'un autre côté, à partir du moment où vous avez un début de saison, que vous avez un seul clean sheet, au tout début d'ailleurs, je pense que c'était lors de la première journée, eh bien, c'est un petit peu ennuyeux pour lui, parce qu'il a à peu près 2 buts pas encaissés par match depuis le début de saison. Et c'est beaucoup, évidemment, pour un gardien de cette envergure. Mais comme l'a dit son entraîneur, il ne faut jamais l'oublier, c'est que le gardien, il est quand même tributaire de l'équipe. Donc, c'est pas lui simplement qui a encaissé les buts, c'est toute l'équipe. Si vous n'avez pas un travail défensif devant vous, vous savez, le gardien, s'il se fait fusiller, je vois pas tellement ce qu'il peut faire. Autant on peut lui reprocher évidemment cette erreur au Bayern, autant sur les autres buts encaissés, on peut pas dire non plus qu'il soit vraiment responsable. En revanche, je vois aussi beaucoup d'actions où il a arrêté des occasions adverses. Un mot sur André Onana. Les prochaines semaines seront décisives. On sait que le calendrier va être allégé. Il y a Crystal Palace qui est arrivé rapidement. Et puis il y aura ce derby du côté de Everton. De quoi se remettre après Burnley. Mais le plus dur arrivera rapidement encore avec la Champions League. Là, Onana devra se révéler à lui-même. Absolument. C'est ce qui a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Ils sont arrivés en finale, donc on compte sur lui, on sait ce qu'il a fait. Je pense que c'est une chance pour lui d'avoir un entraîneur qui compte sur lui. Donc qui peut-être dans les tête-à-tête lui dit voilà, vas-y, il travaille. Et il est conscient de cela, je pense qu'il en est conscient. Et je dis, il a choisi d'y aller, c'est un professionnel, il faut simplement travailler pour y arriver, en espérant que d'autres défenseurs vont se remettre à pied et que l'organisation défensive aussi va vraiment s'organiser pour qu'il n'ait pas à être fusillé à tous les coups. Bon, maintenant, comme on l'a dit tantôt, les fautes de main, il ne les fait pas souvent. Je pense que là, il s'est bien planté contre le Bayern, il le sait, mais ça arrive à tout gardien. Mais je pense que le manque de confiance, non, il ne l'a pas encore. Je pense qu'il est entouré par quelqu'un qui doit certainement lui redonner confiance, à lui de travailler. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et je pense que, sincèrement, j'espère qu'ils vont retrouver, comme là, lors du dernier match, des clean sheets et de la victoire. Vous savez, la victoire ramène la confiance. Et il faut seulement souhaiter pour lui que les prochains matchs, la victoire arrive, qu'il gagne des matchs. Ils n'ont pas eu si mauvaise équipe que ça. Il suffit d'en gagner 1, 2, 3 matchs, puis c'est fini, et puis on est reparti. On va parler, puisque nous parlons d'André Onana, on parle des Lions indomptables qui jouent le 16 octobre du côté de Lens face aux Lions de la Teranga dans un match qui promet, pour cette fenêtre FIFA du mois, on va jeter un regard au rétroviseur pour passer au point fin, les rencontres entre les fauves de la Guinée, de la Teranga et les Lions indomptables. Avantage pour le Cameroun, comme on le voit dans ce reportage de Colin Sembiama. Aliou Boukar, parte Cissé, para! Il Cameroun vince la Coppa d'Africa! Il Cameroun vince ancora la Coppa d'Africa! Dans l'histoire des 13 duels entre Lions indomptables et Lions de la Teranga, l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 est la plus prestigieuse. Une victoire du Cameroun, 3-2 au tir au but, synonyme de 4e sacre pour les Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations. Le premier affrontement de Lyon date de 60 ans. Le 11 avril 1963, les Jeux de l'amitié de Dakar débouchent sur une victoire des Lions de la Teranga 1-0. Puis, c'est la suite des matchs amicaux. Une nouvelle victoire des Lions de la Teranga 3-2 en janvier 1969. Un score de parité en mars 1971. Puis, encore le Sénégal 2-1 quelques jours plus tard. Le 1er mai 1982, le dernier match amical avant les années 2000 se solde par une victoire du Cameroun 2-1. La première face au Sénégal. Juste avant la Coupe du Monde 90, les deux nations se retrouvent pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations. Le 6 mars, le Sénégal s'impose 2-0 en match de poule. 2 ans plus tard, le Cameroun a l'occasion de prendre sa revanche. C'est une nouvelle CAN, cette fois en quart de finale sur la terre des Lions de la Teranga. Ce 19 janvier 1992, les Lions indomptables éteignent le stade de l'amitié de Dakar en toute fin de match grâce à une réalisation d'Ernest Ebonguet. Le traumatisme est de taille.
Le Sénégal va le ruminer longtemps. En 2000, avant la CAN, un nouveau match amical aboutit à un score nul et vierge. En 2002, pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, le Sénégal et le Cameroun sont au sommet du football. El Hadj Diouf, Kalidou, Fadiga et Aliou Cissé face à Samuel Eto'o, Patrick Mboma et Rigobert Song, entre autres. Le Cameroun s'impose. Cissé, il difensore centrale senegalese. Cissé contre Aliou Boukar, parte Cissé, para! Il Camerun vince la Coppa d'Africa! Il Camerun vince ancora la Coppa d'Africa! 3 errori consecutivi del Senegal, è venuto il braccino al Senegal. Les deux équipes se retrouvent en 2005 à Créteil en France pour un nouveau match amical. La frappe de Jérémy Njitap fait vaciller Tony Silva et le Sénégal. 1-0, score final. En 2011, le Sénégal se retrouve sur le chemin des Lions indomptables pour un ticket pour la CAN l'année suivante au Gabon et en Guinée équatoriale. Lors du match aller, le 4 juin 2011, Dembaba donne la victoire à domicile aux Lions de la Teranga. Il a fait une frappe de grande classe. Sénégal 1, Cameroun. Le 4 mars, au stade Amadou Ahidjo, le Cameroun a besoin d'une victoire pour espérer se qualifier. Mais les Lions sont tenus en échec. Samuel Eto'o manque même le tir au but décisif en toute fin de match. C'est le seul coup d'éclat du Sénégal dans l'affrontement entre Lions. Car en 2017, comme en 92, les deux nations se retrouvent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, donné favori, échoue au tir au but. Fabrice Ondoa stoppe la tentative de Sadio Mané et Vincent Aboubakar envoie le Cameroun en demi. Regardons l'air pour mieux frapper la frappe d'Ondoa. Sadio Mané qui voit ce ballon repoussé. C'est sans doute un des meilleurs joueurs de cette CAN 2017. Mais dans une séance de tir au but, parfois, eh bien le talent ne suffit pas. La faute en doigt. Balle de match pour Aboubakar. On ne regarde pas cette séance du côté de certains joueurs camerounais. Aboubakar face à Diallo. La balle de match dans les pieds du numéro 10 camerounais. Quelque part en retrait pour la frappe d'Aboubakar. Il a traversé cette CAN comme l'homme invisible. Au total, des 13 confrontations, dont 7 amicales, l'on note 6 succès pour le Cameroun, 4 victoires pour le Sénégal et 3 matchs nuls. La 14e rencontre prévue le 16 octobre prochain sera le 8e match amical entre Lions de la Teranga et Lions indomptables du Cameroun. Encore en quart de finale. Alain, Cameroun-Sénégal, chaud d'explication en vue. Hein? Ouais, deux équipes déjà qui s'appellent les Lions. Donc vous voyez que c'est une concurrence directe. Et j'aime bien ce genre de match. Je crois qu'on l'a très bien positionné parce que ça nous permettra de nous auto-évaluer exactement à quel niveau nous sommes. Et je crois que les entraîneurs après ce match sauront exactement ce qu'il faut faire pour mieux se préparer pour la Coupe d'Afrique. Depuis la double confrontation avec l'Algérie en éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar, c'est la première fois que Rigobert Song va jouer contre un gros calibre du football africain. On va passer à toute autre chose parce que nous sommes pris par des contraintes de temps. Hervé nous attend toujours du côté du 12e arrondissement parisien, mais on va partir cette fois-ci du côté de la Canébière. On nous attend le président de l'Olympique de Marseille parce que c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant du côté de l'OM. C'est la crise à la Canébière. Il y a une semaine, une rencontre explosive entre les supporters et les dirigeants du club phocéen a abouti à la démission de l'entraîneur Marcelino, remplacé temporairement par Jacques Abanodado. Je vous propose cet extrait de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, sur cette crise qui secoue la Canébière. J'ai besoin de parler, de m'exprimer, de dire ce que je sens, spécialement parce que oui, ce qui s'est arrivé lundi, c'est très fort, c'est inadmissible, c'est une situation désagréable, pas seulement pour moi, parce qu'il ne va pas passer ici pour protagoniste de quel que soit. Parce qu'à côté de moi, il avait Pedro, il avait Javier, il avait Stéphane. Et pour moi, c'est en conséquence de beaucoup d'actions pendant beaucoup de temps. Et c'est en conséquence finale qu'il a dépassé beaucoup de limites.
parce que, comme j'ai dit, je suis le premier à assumer, parce que finalement, ça va avec la responsabilité, ça va avec les rôles. J'ai pu parler 2 minutes, et après, tout s'est coupé, ça a dérapé tout vite, avec ces commentaires qu'il y a dans les communiqués de presse, qui dit, vous, les 4 démissionnaires, sinon c'est la guerre. Avec beaucoup d'agressivité, je ne vais pas rentrer dans des autres mots, spécialement parce que je crois que ça porte aucune part. Ce sont des menaces, ce sont des mots très forts. Que je crois qu'en 2023, un dirigeant d'un club français ou européen de n'importe où ne peut pas subir. Et je n'accepte pas ça. Ils ont commencé à arriver au groupe McCourt. Des insinuations que j'ai volé de l'argent avec les transferts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au groupe McCourt d'ouvrir une investigation à moi et à tous mes collaborateurs pour démontrer qu'on était transparent. J'ai donné, attention, mes comptes bancaires dans tout le monde. Parce qu'il y a un compte bancaire en Italie, en Espagne, en France. J'ai travaillé dans ces 3 pays. Mais c'est fou ce qui se passe du côté de la Canédière. Et Michel, cette rencontre avec les supporters a presquement tourné à l'émeute et elle prend des tournures judiciaires. Marseille est sous le feu. Michel. Marseille, c'est tout particulier, hein, son environnement, depuis tant d'années, hein, il y avait que les tapis comme ça pour gérer Marseille. Si vous n'êtes pas dans accepté dans le groupe, dans le lot, dans leur comédie, vous n'y arrivez pas. Comment ils tiennent le club? Quand vous suivez ça à distance, ça vous fait peur. On a l'impression que vous ne pouvez pas arriver à Marseille et diriger comme cela sans qu'un certain lobby soit derrière vous. Vous n'y arriverez pas, ils vont vous descendre. Parce que l'ancien entraîneur qui est parti, c'est pas pourquoi il est parti. Il aurait pu rester, mais il faisait des résultats, mais toujours on a bousculé, ouais, finalement on l'a mis à la porte. Parce Tudor, c'est l'ancien entraîneur, vous parlez. Il dit que ce qu'il a subi à Marseille, après 20 ans de football, il n'a jamais vu ça ailleurs. Alain, je voudrais peut-être vous poser cette question. Comment on sort de ce chaudron marseillais? Et les choses de Marseille ne se sont pas arrangées parce que Marseille a plus de l'eau. Hier au Parc des Princes, balayé par le Paris Saint-Germain, 4-0. Je vous propose d'ailleurs les temps forts de cet Olympique de Marseille face au PSG, un PSG de gala qui s'est retrouvé hier soir du côté du parc, un parc tout en feu. 2-1 pour Naples de Franck Zambo-Anguissa face à Braga. 1 but partout entre l'Inter, Milan et la Real Sociedad. Même score entre le FC Séville et Lens qui revenait en C1 après 21 ans. Et puis victoire de Salzbourg sur la pelouse du Benfica Lisbonne, 2-0. Cette Champions League qui revient rapidement la semaine prochaine. Il y a un club qui nous tient à cœur, c'est le PSG qui sera du côté du St. James Park. Michel, ça sent bon pour ce Paris Saint-Germain. Moins de stars, une équipe beaucoup plus équilibrée. Bon, c'est un groupe d'abord rajeuni, mais avec de très très bons joueurs hein, qui vont vite. C'est-à-dire qu'ils vont peser sur les équipes. Je vous assure, hein, vous voyez comment c'est un football total. Hakimi qui marque des buts, qui est là, on ne sait pas où. Tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est bien. Moi, je pense que c'est ce registre-là. Même si Mbappé reste la superstar, il y a du monde autour de lui. Le danger peut venir de partout. Maintenant, on espère simplement que cette fois-ci, ils vont briser le plafond de verre. Dans ce groupe de la mort, avec Newcastle, Dortmund, le Milan AC, le PSG envoie un message très fort à la concurrence, Alain. Oui, surtout avec Luis Enrique qui imprime un peu la Masia. Parce que quand vous voyez aujourd'hui le Paris jouer, vous sentez un football total, comme l'a dit le grand frère. On sent vraiment une équipe qui a la possession de balle, parce que eux là-bas, à la Masia, c'est la possession de balle. Le toqué. Le toqué, oui, justement, je ne le fais pas dire. Mais je crois qu'à cette allure, le Paris Saint-Germain est en train de progresser. C'est le plus important. Moi, je vais vous dire, le match d'hier de Marseille contre Marseille m'a laissé vraiment
un goût super parce que le pari était complet hier. Je crois que si ce pari refait la même chose en Champions League, je ne crois pas. Impressionnant, on n'a jamais vu. C'est un véritable rouleau compresseur. Presser Marseille de la première à la 90e minute, sans arrêt. Jamais on avait vu un pari qui était en mode de gestion. Les années précédentes avaient des hauts et des bas qui alternaient temps fort, temps faible. Mais on a vu un véritable rouleau compresseur. Mais il ne faut jurer derrière. Nous sommes en début de saison, même si on croise les doigts du côté de la porte d'Auteuil. Monsieur, cette édition de Foufou touche à sa fin. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques amenées par Yannick Bandolo à la réalisation, assisté de Djibril Bol à l'édition et de Christian Abou au montage. Le sport ne s'arrête jamais sur les antennes de la CRTV Sport Entertainment. Vous connaissez désormais nos programmes dès 8h demain matin. Le duo Vanessa Onana, Wilson Mengolet pour Money Sports Kids. Dans les coups de 12h30, votre magazine d'entertainment demi-journée. Grande pause gravée par Solange Manga. Invité exceptionnel, ce sera Clarence Focho. Et j'ai dit, dans grande pause, vous aurez Indira Baboke de 12h à 13h30, également dans les coups de 18h pour la séance rattrapage, séance rediffusion. Et demain également, si tout se passe bien, si les dieux de la technique sont avec nous, nous serons du côté de Lomé pour la cérémonie d'ouverture à partir de 14h de cette nouvelle fédération de sport Maracana avec la sélection camerounaise qui sera sur le pont à partir de 16h30. Dès 14h, Vanessa sera là pour ce plateau pour vous amener au cœur de cette nouvelle discipline, le Maracana. Nos deux sélections sont déjà sur le pont du côté de Cotonou. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et dans l'immédiat, vous avez fait un grand programme. C'est un programme didactique qui concerne bien une conférence internationale tenue ici à Yaoundé il y a quelques jours sur le sport, business et marketing. C'est un rendez-vous que je vous recommande vivement juste après cette édition de Foufou Foot. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir et au plaisir.